Bonjour. Alors, ma présentation s'intéressera au sujet autre, merci, mais plus précisément au fait de parler de et pour l'autre. Il y a une claire montée des mouvements féministes, des mouvements antiracistes, décoloniaux, queer ou inclusifs, qui font en sorte que de plus en plus d'individus se sentent concernés par les expériences d'inégalité sociale que certains vivent. Or, au Québec, plus particulièrement, les personnes qui parlent ne sont pas toujours les personnes qui sont concernées par les dits sujets. Donc, on peut penser, par exemple, aux salles de classe ou aux conférences où on va aborder, par exemple, le thème des communautés autochtones, alors qu'il n'y a pas de personnes autochtones qui parlent ou qu'il n'y a pas de personnes autochtones dans la salle. Et c'est pour ça que je me suis demandé s'il était souhaitable qu'on parle de et pour l'autre. Il y a deux concepts que je vais beaucoup utiliser, le concept de l'autre et le concept de « je ». Ils sont basés sur les théories de l'orientalisme d'Edward Said, qui montrait la dichotomie entre l'Occident et l'Orient, donc où l'Occident est considéré comme le progrès, le moderne, le supérieur, et l'Orient le cruel, le menaçant, l'inéduqué. Et on n'a pas besoin de mettre en parallèle l'Occident et l'Orient pour retrouver ces rapports de pouvoir. On peut tout simplement les retrouver ici au Québec avec l'autre qui représente les individus qui sont minorisés, marginalisés, différents de par leur travail, leurs conditions socio-économiques, leur place dans la société, leur ethnicité, l'orientation sexuelle et d'autres. Et de l'autre côté, le « je » qui représente plutôt les individus qui sont dits dominants parce qu'ils bénéficient des ressources sociales, économiques et psychologiques, qu'ils ont une position plutôt privilégiée dans la société. Et donc, je vais amorcer le débat en disant que parler de et pour l'autre n'est pas souhaitable. Donc, dès qu'on parle de l'autre et de « je », il faut considérer l'asymétrie relationnelle qui existe entre eux. Et donc, lorsque je parle pour l'autre, l'action elle-même devient une sorte de preuve irréfutable que l'autre est inférieur, puisqu'il est incapable de parler en son nom et qu'il a besoin de je pour avoir une crédibilité. À ce propos, il est super intéressant de parler de la théorie de location, de position, qui a été développée par Linda Martin-Alcoff. Pour elle, la position fait référence à je recommence. Donc, la position fait référence à la location sociale et identitaire de l'acteur. Et c'est une position qui va avoir un impact sur l'ensemble des connaissances qui sont liées à son groupe social ou à son époque. Et donc, si un individu a une place privilégiée dans la société, sa parole aura plus de portée, aura plus de crédibilité et vice-versa. Dès lors, la position privilégiée de « je » peut être discursivement dangereuse pour l'autre. Puis on peut même dire que le fait de parler pour l'autre fait en sorte de maintenir le système social dans son inégalité. Il y a Deleuze qui écrivait que les masses n'avaient pas besoin des intellectuels pour parler de leur situation et pour la comprendre, qu'ils savaient fort bien ce qu'ils vivaient et qu'ils pouvaient aussi fort bien le dire. Or, que si leurs paroles n'étaient pas écoutées et qu'elles n'étaient pas porteuses de changement, c'est parce que le système s'évertuait à l'invalider et à interdire leur savoir pour garder l'hégémonie. Et donc, même si ce n'est pas l'intention de « je », lorsqu'il parle de l'autre, il contribue à polariser le savoir, mais aussi le pouvoir qui vient avec. Il est aussi important de réfléchir au pouvoir d'interprétation et de présentation qu'a « je » sur l'autre, puis ça nous ramène un peu à la question de la traduction dont on a abordé le sujet plus tôt. Comme l'écrit Fassin, on ne saurait mieux dire à quel point la perspective, autrement dit les préjugés et attitudes de l'observateur, en déterminent l'analyse. Ainsi, tout ce qui est représentation sociale, savoir de sens commun, scientifique et disciplinaire, qui agissent en tant que filtre lorsque je regarde l'autre. Ça fait en sorte que je peux refuser de voir certaines choses ou en faire une mauvaise lecture, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Malheureusement, c'est des choses qui font souvent partie de l'intégrité et de l'identité de l'autre. On peut penser par exemple aux habitudes culturelles, aux stratégies de survie, aux moyens de résistance ou même aux oppressions vécues.
Et donc, lorsqu'on parle pour l'autre, on s'approprie ces individualités pour les faire correspondre à sa propre analyse qui est excessivement restrictive. Pour Lazreg, c'est une sociologue qui parle de la problématique qu'amène le fait de parler des féministes musulmanes alors qu'on est une féministe occidentale. Le fait de parler pour l'autre constitue une agression contre son intégrité et son identité. On peut prendre en exemple la stratégie des femmes noires. C'est un concept dont Patricia Hill Collins a beaucoup parlé dans son livre « La pensée féministe noire ». Et elle démontre que plusieurs des stratégies des femmes noires sont méprisées, sont invalidées. Elles l'ont été et elles le sont encore aujourd'hui. Et elles le sont parce qu'elles ne correspondent pas à la norme. Par exemple, parce qu'elles ne vont pas atteindre un niveau politique, parce qu'elles sont quotidiennes et de petite envergure. Et donc, le fait de transmettre la culture de façon intergénérationnelle, ou alors le fait de former des clubs de femmes qui permettent l'échange, qui permettent l'instruction, ou même la musique, sont des stratégies qui devraient absolument être considérées, mais elles ne figurent pas dans l'histoire. Et ça fait en sorte que l'autre est considéré comme inactif. Il est considéré comme un simple spectateur de sa vie, alors qu'il est acteur. Finalement, il y a les concepts de mépris et de non-reconnaissance qui entrent en compte lorsque je parle pour l'autre. Parce que parler pour l'autre l'empêche de faire part de sa situation, des enjeux qu'il vit et de son analyse de la société. Et ça l'empêche d'être reconnu comme un sujet qui est capable de former un jugement moral et qui devrait avoir le statut d'un partenaire d'interaction à part entière. Ça lui enlève donc la possibilité d'être traité d'égal à égal avec tous ses semblables. Et c'est un mépris qui va s'étendre jusqu'à la valeur sociale de l'autre, parce qu'en interdisant le savoir de l'autre, la hiérarchie sociale démontre qu'elle juge que certaines convictions ou certains modes de vie sont inférieurs. Elle interdit aussi donc certains modèles d'autoréalisation, puis elle refuse de reconnaître la signification positive de l'existence de certains individus au sein de la communauté. Or, il y a beaucoup d'autres théories qui peuvent démontrer que parler de et pour l'autre est souhaitable. Un concept intéressant, c'est la position d'allié, parce qu'il y a effectivement possibilité pour je de parler pour l'autre, non pas comme s'il était concerné par la situation directement, mais pour plutôt prouver son appui, joindre sa voix si et lorsque besoin, et j'insiste sur le si et le lorsque. Je pense qu'il faut vraiment savoir, j'ai le mot « gager » qui me vient en tête, mais savoir lire la situation pour savoir s'il est pertinent d'interagir, donc. Et donc, joindre sa voix permet aussi d'atteindre une dimension collective, puis elle pousse les individus à se penser comme un tout, plutôt que d'avoir l'impression qu'ils évoluent de façon déconnectée, indépendante et autonome, et donc que leurs actions n'ont pas de conséquences sur les autres. Donc, parler pour l'autre, à certaines occasions, va permettre de maximiser l'influence, le poids et la portée d'un message, d'une cause, d'une revendication, parce que, comme le dit Alcoff, la possibilité de parler pour l'autre influence l'impact politique de manière cruciale. Donc, dans ce cas-là, c'est plutôt le fait de ne pas parler pour l'autre qui maintient je et autres dans des classes séparées, des classes qui sont à la fois idéologiques et pratiques. Mais c'est aussi une dynamique qui empêche qu'il y ait un dialogue de co-construction qui se développe. Oula. Parler pour l'autre nécessite bien sûr de reconnaître les inégalités. Il faut reconnaître les différences qui séparent je et l'autre et les prendre au sérieux. Puis les prendre au sérieux, c'est entre autres de reconnaître qu'il y a certains publics qui ne seront pas réceptifs face à la parole de l'autre. Ça peut être parce qu'ils la considèrent comme inférieure, mais aussi parce qu'ils considèrent que la trop grande proximité de l'autre lui enlève une objectivité et une crédibilité. Donc, dans ces cas-là, il faudrait que je utilise sa position et ses privilèges
pour devenir un objet et un instrument, donc un porte-parole de la vérité, de la conscience et du discours, mais sans y appliquer donc ses représentations, ses croyances ou ses préjugés, n'être qu'une simple marionnette finalement pour l'autre. Et donc dans ce cas-là, c'est le silence qui devient violence et qui est une façon d'entretenir sa position privilégiée. Alcoff, encore une fois, nous dit que le fait de ne pas parler pour l'autre ne peut aboutir qu'à un repli dans un mode de vie privilégié dans lequel une personne favorisée ne prend aucune responsabilité pour sa société. Il est aussi très important de parler de la tâche d'éducation. Quand on parle de discrimination et d'inégalité, on dit souvent qu'il faut conscientiser les gens, qu'il faut les éduquer. Et le raccourci qui se fait, c'est que la personne stigmatisée doit parler de ses stigmates, de sa vie quotidienne pour sensibiliser l'autre. Or, il s'agit d'une tâche qui est excessivement lourde, c'est une tâche qui est répétitive et qui ravive nombre de traumatismes. Il faut penser que les sujets abordés sont souvent intimes, ils sont souvent privés et ils peuvent être de base. Je ne parle pas nécessairement de demander à une personne qui a une réassignation sexuelle de savoir comment elle s'est sentie le lendemain, mais le simple fait de demander à répétition à une personne comment elle fait pour se démêler les cheveux, ça devient lourd. Et c'est une lourdeur qui devient une douleur et qui porte atteinte à l'identité de l'autre et à son intégrité. Il faut aussi penser qu'une personne peut vouloir voir changer, ses conditions de vie changer, mais ne tient pas nécessairement à être le porte-parole de la cause, notamment parce qu'il y a des dangers qui peuvent émaner de cette prise de parole et de cette visibilité. Pensons par exemple aux travailleuses du sexe, pensons aux personnes trans, aux personnes qui vivent avec le VIH. Et donc, dans ce cas-là, parler pour l'autre, c'est lui laisser un temps de répit, mais c'est aussi lui donner l'espace et la possibilité d'être défini par autre chose que ses différences, par autre chose que ses problèmes. C'est lui laisser l'espace pour être une personne avant tout. Quelques nuances maintenant. Vous aurez compris que le langage peut construire et déconstruire, qu'il peut produire et reproduire. Et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant d'intégrer les théories des actes du langage dans ma présentation. Donc, théories qui peuvent soutenir la thèse que parler pour l'autre n'est pas souhaitable, d'une part. On peut, par exemple, penser au concept des discours illocutoires et perlocutoires de Austin. Donc, un discours illocutoire fait en sorte que lorsque je dis que l'autre est différent, il le rend différent. Le discours perlocutoire fait en sorte que lorsque je dis que l'autre est différent, il assure une continuité au dire. Dès lors, le discours de « je » sur l'autre ne reflète pas seulement une relation sociale ou une domination sociale, mais il la met en place et il lui assure une pérennité. Donc, vous aurez compris que c'est pas voulu, il ne faut pas le faire. Et donc, dans ce cas-là, laisser parler l'autre de et pour lui-même lui permet de retrouver une puissance d'agir, lui permet de développer son agentivité, mais aussi de se définir avec ses propres mots et de changer finalement les conditions linguistiques de son existence, qui vont être toujours ramenées aux mêmes mots. Et donc, c'est vraiment comme un espace de réappropriation. À l'opposé, les théories des actes du langage peuvent approuver la thèse que parler pour l'autre est souhaitable et pratique. Butler disait que le langage qui s'efforce de contrer les injures du discours doit répéter ces injures, mais justement sans les rejouer. Dans ce cas-là, c'est aux personnes dites dominantes et privilégiées de répéter les injures qu'elles n'ont pas nécessairement dit, mais qu'elles émanent de par leur simple personne, de par leur simple couleur de peau, par exemple. Et donc, il faut qu'elles reconnaissent les injures en les répétant, mais aussi en les déconstruisant, ce qui constitue finalement un premier pas vers la réconciliation et vers le changement. Butler a aussi dit que celui ou celle qui prononce des insultes rejoint une communauté linguistique
de tous ceux et celles qui les ont prononcés auparavant. Et si on suit ce raisonnement, on peut aussi penser que tous ceux qui revendiqueront pour une société antiraciste, antisexiste ou égalitaire rejoindront une communauté qui est pour le changement des structures, qui est pour l'inclusion, une inclusion plus universelle. Je tiens aussi à insister sur le fait que lorsqu'on parle de l'autre, on parle d'un groupe qui est constitué d'une multitude d'individus, d'identités, d'expériences, de définitions. Puis il faut vraiment faire attention, il faut se garder d'avoir une conception homogène du groupe, conception qui pourrait, par exemple, nous porter à croire que le groupe représente les intérêts de tous et inversement qu'un individu peut représenter les intérêts du groupe. Il faut aussi faire attention aux raccourcis. C'est pas parce qu'une personne est autre de par sa couleur de peau qu'elle vit nécessairement dans des situations précaires. C'est pas parce qu'une personne est blanche qu'elle a toutes les ressources économiques, sociales et psychologiques. Et donc, un autre peut aussi être l'investigateur de violence, de présupposés de généralisation ou de répercussions négatives, parce qu'on peut toujours être le « je » d'un autre. D'où la nécessité de toujours se questionner par rapport à ces interventions et de toujours se demander s'il n'y a pas une autre personne qui pourrait parler à notre place et la nécessité d'amener des nuances à ces propos. Le mot « dilemme » maintenant, parce que vous l'aurez compris, la question du parler de et pour l'autre ne peut pas être résolue. Il n'y a aucune alternative qui est parfaitement idéale. En fait, idéalement, ce qu'il faut, c'est justement d'analyser chaque situation pour voir quelle alternative fera en sorte d'avoir le moins de conséquences et de répercussions négatives. Il y a quand même 3 autres pistes de réflexion qui me semblent pertinentes. La première concerne les structures. Je pense que souvent, lorsque je parle pour l'autre, ça fait en sorte que les structures stagnent, qu'elles ne se développent pas pour être plus accessibles, pour être plus inclusives. On peut, par exemple, penser à une personne qui n'est pas orale, qui utilise la langue des signes et qui aurait tout simplement besoin d'un traducteur pour pouvoir s'exprimer devant une classe d'étudiants et d'étudiantes. Or, souvent, ce qu'on va faire, c'est que c'est l'enseignant qui va parler des enjeux que vivent les personnes non-verbales. Je pense aussi qu'il est intéressant et important de parler du principe de parcimonie et des limites du rôle, 2 concepts qu'on va utiliser beaucoup dans le travail social et pour les professionnels, mais qu'on applique peu à la classe dominante. Puis donc, je pense qu'il est nécessaire que la classe dominante amorce une réflexion sur sa place dans la société et sur le poids qu'elle a et sur la nécessité des fois de prendre du recul pour laisser les autres parler et prendre l'espace. Finalement, je pense que dans quelques occasions, se taire peut en dire encore plus. Je fais encore un lien avec le milieu universitaire où il n'y a pas nécessairement de budget pour que des conférenciers viennent sans cesse, des conférenciers concernés en plus par le sujet, viennent en parler aux étudiants. Or, dans ce cas-là, je pense quand même qu'il est important que les enseignants prennent sur eux pour aborder les sujets, parce qu'en mettre de côté, c'est démontrer qu'on ne les trouve pas importants, c'est démontrer qu'ils ne sont pas dignes d'être traités, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et j'aimerais finir sur une citation de Toni Morrison qui dit « On apprend à fabriquer l'autre, non par des conférences ou par une instruction, mais par l'exemple. » Je pense justement que dans le cadre universitaire, l'exemple se construit par les conférences et par l'instruction, mais je pense aussi que l'autre se construit en ne se voyant jamais ou très peu représenté. Donc, je pense que c'est absolument nécessaire que les enseignants développent des habitudes qui développent comment je dirais, par exemple, des bibliographies
qui soit représentative des sujets et qui soit écrite par et pour des personnes noires, par et pour des personnes trans, par et pour des travailleuses sociales, des travailleuses du sexe, pardon, de façon à ce que les gens puissent se reconnaître et puissent construire leur identité, une identité qui est autre, certes, mais qui est tout de même positive.